Avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais présenter Monsieur Joie, donc Dominique Joie, qui est professeur en SSP, qui va être le modérateur de cette partie. Merci Dominique. Merci. Mon rôle, c'est simplement de passer la parole parce que les 10 minutes sont là. Donc, sans autre forme de procès, Bella Caposi, Faculté des Lettres. Donc, toute cette partie, c'est d'abord les chercheurs de l'UNI, et puis, voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Alors, on commence. Je vais vous présenter un projet de la faculté de lettres en sciences humaines. C'est un projet qui s'appelle Lumière Lausanne, qui existe depuis 7 ans déjà. Et comme tous ces projets, a sa propre histoire. Dans notre cas, ça a commencé avec un appel FIP. Voilà, innovation, le F m'échappe. Un fonds d'innovation pédagogique, voilà. Alors ça a commencé petit dans le cadre d'un projet pédagogique, développer un outil pour l'enseignement. Dans ce cadre, c'était pour apprendre aux étudiants de comment est-ce qu'on remplit des fiches bibliographiques, biographiques, et comment, idéalement, dans un futur, on s'imaginait, comment est-ce qu'on peut leur apprendre à transcrire des manuscrits du XVIIIe siècle avec un éditeur numérique qu'on souhaitait développer nous-mêmes, où on pouvait indiquer très clairement s'il y a des bifures, s'il y a des mots qui étaient agglutinés, etc. Alors, on a développé ça dans cette base de données, comme vous voyez aujourd'hui. C'est une base de données, une plateforme, que moi je préfère l'appeler, qui a pris une certaine ampleur et qui est actuellement un des plus grands projets en faculté des lettres, qui reste néanmoins assez fragile au niveau du financement. Au niveau de la pérennisation, c'est une base en MySQL. On est en train de la transformer dans une base de données RDF, relationnelle. Et elle reste fragile au niveau des personnes engagées pour saisir les données, travailler sur cette base de données aussi au niveau du développement. Mais ça nous a permis, juste quelques indications. Alors actuellement, on a plus que 6000 fiches bibliographiques, plus que 130 fiches biographiques, 900 transcriptions, beaucoup sont déjà publiées. En standard scientifique, ça veut dire qu'on les contrôle normalement 2-3 fois. Juste pour dire, la production d'une transcription numérique prend autant de temps comme la publication d'une transcription sur papier. C'est un projet où on travaille avec 2 facultés, c'est 4 sections, et actuellement 10 projets de recherche différents qui visent à publier des manuscrits, ou qui nous aident, ou qui nous permettent de rentrer en contact, de maintenir des relations avec des chercheurs à l'étranger, en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Alors c'est une plateforme qui nous a permis à développer un certain nombre d'outils, surtout de réfléchir par rapport à un certain nombre de défis dont je vais vous parler tout à l'heure dans les quelques minutes qui me restent, qui peuvent être intéressants aussi pour d'autres projets, me semble-t-il. Et je vais vous montrer quelques-unes des réponses qu'on a développées au cours de ces années avec les moyens qui nous étaient à disposition. Alors c'est une plateforme interdisciplinaire. Je dirais que c'est un outil pédagogique aussi, ça c'était le but principal. Très vite, ça s'est transformé aussi dans un outil de recherche. On a essayé de créer un environnement qui pourrait être attirant pour nos chercheurs, nos mémorants ou nos doctorants. Et actuellement, nous avons plusieurs mémorants et doctorants qui l'utilisent activement et qui font leur travail ou une partie de leur travail directement en lien avec Lumière Lausanne. Et ensuite, et ça c'est venu un peu plus tard, on l'a développé aussi dans un outil qui permet la publication scientifique, non seulement des textes, les transcriptions, où on peut switcher entre une version diplomatique, alors on saisit toutes les fautes qui se trouvent dans le texte vers une version éditée, mais ça nous permet aussi aux étudiants, mémorants, de publier, le cas échéant,
leur mémoire, de publier des articles en lien avec la thématique. On publie des vidéos, des conférences. Par rapport aux défis, et ça c'est mon point aujourd'hui, j'aimerais bien relever 3 défis auxquels on a réfléchi ces derniers temps, ou dès le début. J'aimerais bien vous montrer les réponses que nous avons développées. Contrôler l'accès aux données, c'est très important, évidemment, pour tout le monde qui travaille avec des données numériques, mais ça, c'est particulièrement important pour nous, comme organisateurs responsables de la plateforme, mais également pour les utilisateurs qui introduisent ou qui font des saisies de données, qui introduisent des textes, qui commencent à transcrire des textes et qui n'aimeraient pas les partager avant qu'elles soient finies ou avant que le mémoire ou le livre soit publié. Assurer la qualité des saisies, ça c'est un problème que tout le monde connaît, surtout si on veut animer ou encourager les étudiants à participer déjà au niveau bachelor. Qui peut contrôler que ce qui est introduit dans la base de données correspond aux standards de qualité définis au début. Et finalement aussi très important, dans la mesure que c'est un projet où on ne travaille pas avec des gens qui sont engagés pour Lumière Lausanne, mais peut-être 10% sur un cahier des charges, sinon surtout des mémorants, des doctorants. Comment est-ce qu'on peut les encourager? Comment est-ce qu'on peut encourager des collaborateurs à l'étranger de participer avec nous? Par rapport au contrôle à l'accès des données, on a commencé avec ce que vous voyez à droite et ça nous permet, on le maintient toujours, surtout pour inscrire les collaborateurs venant de l'étranger. Sinon, on a trouvé la solution d'avoir un login directement via Switch AAI qui permet à tous les étudiants de Lausanne et ailleurs d'utiliser leur nom et mot de passe pour se connecter, automatiquement créer leur propre compte et un workspace sur Lumière Lausanne. Un problème, c'est évidemment ici, c'était de décider comment est-ce qu'on rend accessible ou comment est-ce qu'on contrôle l'accès aux sources secondaires qui sont souvent sur copyright. On connaît la solution de Moodle et on a essayé de trouver quelque chose de similaire. C'était développé un peu en parallèle à Moodle, que quand nous téléchargeons sur le serveur Lumière Lausanne, ici à Lausanne, à l'Université de Lausanne, un document, c'est nous qui décidons qui peut accéder, même qui peut le voir. Et comme ça, on peut le rendre accessible aux membres d'un séminaire, un groupe de travail, ou, comme on l'a déjà fait l'année passée aussi, aux membres d'un colloque qui sont venus, qui voulaient travailler ensemble sur une série de données. Vu que beaucoup de pages sont prises directement par Google, on peut les chercher. On a réfléchi sur une autre solution. C'est aussi, on voulait assurer que ceux qui n'ont pas accès, comme par exemple, sont 2 ouvrages que nous utilisons dans le cadre des enseignements, mais que nous ne pouvons pas mettre à disposition de tout le monde. Alors ils sont tout simplement, si vous n'avez pas le bon niveau d'accès, ces liens sont tout simplement pas visibles. Vous verrez rien du tout. Alors là, vous voyez même pas que quelque chose qui manque, que vous pourrez accéder si vous n'êtes pas doctorant ou si vous ne faisiez pas partie d'un groupe qui a droit à utiliser ces données. Finalement, nous avons un système de plus facile. Disons avec différents groupes de ranking, étudiants, chercheurs, doctorants, assistants, ça nous permet de libérer en bloc des données et les attribuer à certains niveaux d'utilisateurs. Finalement, deuxième point, assurer la qualité des saisies. Un des problèmes quand vous travaillez avec des étudiants où on n'a pas le temps de leur donner une longue formation, c'est de travailler avec des listes fixes. Ici, par exemple, pour les auteurs, ce sont des menus déroulants
qui s'ouvre automatiquement. On a fait des pop-up qui contrôlent. Vous ne pouvez pas sauvegarder une fiche si vous n'avez pas rempli tel et tel champ. Un autre, c'est on travaillait avec un système pour l'attribution des mots-clés, où c'est nous qui avons décidé ou défini les mots-clés au premier et deuxième niveau. Et comme ça aussi, les étudiants ou les utilisateurs non spécialistes peuvent et doivent aussi, dans le cadre de l'enseignement, attribuer le bon mot-clé au document. Nous avons, pour les fiches biographiques, nous avons introduit un système de contrôle que les fiches biographiques, afin qu'ils soient lisibles au public, doivent être validées par un des enseignants qui prend la responsabilité du cours. Là, on peut switcher entre 3 ou 4 différentes versions qui nous permet de suivre aussi les erreurs ou de voir le progrès qui a été fait sur cette fiche. Par rapport à la participation, on a réfléchi pas mal sur le workspace. Ça reste assez embryonnaire, mais ça nous permet aux étudiants de créer des listes bibliographiques qu'ils peuvent partager, où les différents utilisateurs peuvent ajouter des éléments qu'ils peuvent garder pour eux-mêmes. Ça, c'était un des aspects. Oui, conclusion, je vais très vite. L'autre chose, c'est qu'on a développé nous-mêmes un éditeur numérique qui intègre directement les fonctionnalités. Alors, il n'y a pas un hard coding, mais on peut le faire à travers ces boutons-là. Finalement, ça nous paraît très important que le travail des utilisateurs, des mémorants, doctorants, étudiants soit honoré. Et on le fait en bien indiquant le nom de la personne qui a travaillé sur la fiche, qui a effectué une transcription. Elle apparaît aussi dans la bibliographie. On indique comment on doit citer cet article ou cette transcription. Ils peuvent travailler dans le cadre d'un groupe de recherche. Et finalement, on offre la possibilité des publications scientifiques. On a plusieurs séries et on a obtenu des ISBN qu'on attribue aux différentes publications. Alors, publication sur Lumière Lausanne compte comme une publication scientifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vous propose de continuer notre tour des facultés avec HEC, Mathias Teunig et Mathieu Cotonnier. Bonjour, je suis Mathias Teunig, professeur à HEC, directeur du département d'économétrie et d'économie politique, et Mathieu Cotonnier, un ancien postdoctorant à l'UNIL, qui est à présent professeur assistant à l'Université de Genève. C'est un plaisir de vous présenter quelques réflexions sur l'utilisation de données sensibles de criminalité qu'on a dû utiliser dans ce projet de recherche qui a donné, en fait, plus qu'un projet de recherche, c'est un article aujourd'hui, coécrit donc avec Mathieu, Dominique Ronner, qui est professeur aussi à HEC, et Véronica Préautou, qui est postdoctorante à l'Université de Genève. Donc, voilà. Alors, je vais brièvement vous présenter un peu le sujet de recherche et les résultats qu'on obtient. Après, je vais vous présenter et ce faisant, je vous expliquerai les données qu'on utilise. Et ensuite, Mathieu fera un retour d'expérience sur les enjeux liés à la collecte de ces données et peut-être avancera quelques pistes de réflexion sur une manière d'améliorer les process dans cette collecte. Alors la question de recherche, donc le point de départ de cette étude, nous sommes des économistes qui sommes intéressés en les questions de conflictualité, de guerre civile et de politique de pacification à mettre en œuvre dans des contextes conflictuels. Or, on sait en économie du développement qu'un enjeu important pour les instances nationales et internationales lorsqu'elles veulent pacifier des zones de conflit, un enjeu important est relié à la persistance des conflits, à leur récurrence, au fait que la reproduction de la violence dans le temps. Et
échapper à la trappe à conflit, c'est-à-dire au cercle vicieux entre violence, guerre d'une part et pauvreté d'autre part, est un enjeu majeur pour les organisations internationales, Banque mondiale en tête. Et donc ce qu'on essaie de comprendre dans cette étude, c'est les canaux de persistance de la violence au niveau individuel. Pourquoi certains individus, lorsqu'ils ont été exposés à la guerre, à un contexte conflictuel, vont avoir tendance à reproduire dans le futur des comportements violents. Donc la question de recherche qu'on pose ici, c'est est-ce que les individus exposés à des guerres deviennent plus violents, avec une idée de transformation. Et il se trouve que c'est une question évidemment très importante, mais à laquelle il est difficile de répondre scientifiquement. Pour la raison très simple, c'est qu'il est très difficile, les individus restant en général dans le contexte où ils ont été exposés initialement à la violence et à la guerre, eh bien, il est très difficile de désenchevêtrer les facteurs contextuels tels que la persistance d'institutions de mauvaise qualité, la présence de ressources naturelles, des tensions ethniques, de canaux de perpétuation de la violence au niveau individuel. Donc dans cette étude, on s'intéresse justement à des individus qui ne sont plus dans le contexte où ils ont été exposés originellement à la violence, puisqu'il s'agit de requérants d'asile de plus de 16 ans en Suisse, qu'on observe sur la période 2009-2012, donc juste avant, ou avant le printemps arabe. Et on regarde la manière dont la propension de ces individus à perpétrer des crimes violents en Suisse. Voilà. Et le point important et qui vous concerne directement, c'est qu'on utilise une base de données qui est unique d'un point de vue international, puisque nous avons l'univers, elle est exhaustive, donc nous avons l'univers des crimes violents perpétrés sur la période, donc c'est des agressions, des homicides, des agressions sexuelles, et, point fondamental, pour chaque crime est reportée à la fois la nationalité des victimes et la nationalité des perpétrateurs, des agresseurs. Ainsi que leur statut. On sait s'ils sont requérants, réfugiés, etc. Donc, on utilise pour ça une base de criminalité fournie par l'OFS, qui est collectée par les services de police locaux, où on a toutes les infractions donc, au code pénal. Et un point important ici, c'est que l'OFS, et on couple cette base de données à une autre base de données exhaustive, elle aussi, sur l'ensemble des requérants d'asile présents en Suisse sur la période, au niveau 2009-2012. Et un point fondamental sur lequel va revenir Mathieu, c'est que ces deux bases de données sont au niveau individuel. Et donc, d'un point de vue méthodologique, scientifique, on aimerait garder ce niveau de désagrégation individuelle, mais l'OFS et l'OFM nous l'interdisent. Donc, ne nous fournissent pas les clés d'appariement au niveau individuel. Donc, on est obligé de travailler à un niveau d'agrégation supérieur qui est un niveau de cohorte. Ça rend moins précis les estimations statistiques et ça péjore un peu les probabilités d'aller publier dans les meilleures revues scientifiques. D'accord ? Donc, on le déplore à double titre. Voilà. Ensuite, les données de violence et d'exposition à la guerre dans leur pays d'origine, ce sont des données publiques constituées par différents organismes internationaux. Donc voilà le résultat clé de cette étude. On a ici les cohortes en bleu par classe d'âge, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 40 et au-delà, des cohortes qui n'ont jamais été exposées à la guerre. Et ici, ça, c'est leur propension à commettre des crimes violents en Suisse, en pourcentage. Vous voyez, donc, les individus, quand ils sont à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, ils sont autour de 3% de probabilité annuelle de commettre un crime violent. Et c'est un pattern qui a été illustré par nombre d'études. Ça s'écroule pendant la vingtaine et ça arrive à un palier stable. En revanche, si on reporte la même statistique pour les cohortes de requérants d'asile qui ont été exposés à une guerre civile dans leur enfance, c'est-à-dire entre l'âge de 1 et 12 ans, dans leur pays d'origine, voilà la courbe de crime-âge que vous observez au cours du cycle de vie. Et vous voyez que ces individus restent violents beaucoup plus longtemps, avec un différentiel de violence très important qui est de l'ordre de 40%. Donc les individus exposés à la guerre civile dans leur enfance sont 40% plus violents lorsqu'ils arrivent en Suisse que les individus qui n'ont pas été exposés. On fait beaucoup plus dans le papier, mais voilà le cœur du résultat. Et maintenant, je laisse la parole à Mathieu.
Ok, merci beaucoup. Donc moi je vais vous parler plus précisément des données. Donc comme vous avez compris, on avait donc deux bases de données, à la fois une sur les requérants d'asile, donc des données individuelles, et des données individuelles aussi sur l'ensemble des violences commises en Suisse sur la période 2009-2012. Donc pour ces deux bases de données, on a donc signé des contrats de confidentialité qui portaient notamment sur les deux professeurs qui étaient en charge de l'étude. Donc ça c'était le premier aspect. Et donc par rapport à ça, j'aimerais souligner deux points. Le premier, c'est l'aspect, je dirais, un petit peu de soutien logistique, qui aurait été certainement d'une grande aide au moment où on a lancé le projet, donc il y a 3-4 ans, notamment une aide logistique en termes de sécurisation des données. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons discuté avec l'OFS et avec l'OFM, mais c'est vrai que je pense qu'ils auraient été ravis, et nous aussi, d'avoir la possibilité de mettre ces données sur un serveur sécurisé au sein de l'université, avec un accès restreint uniquement aux parties prenantes de l'étude. Et c'est vrai que je pense que pour l'OFM et pour l'OFS, ça aurait eu aussi un aspect beaucoup plus tranquillité, une force, qu'on puisse leur apporter cet outil qui aurait été beaucoup plus sécurisant pour eux et pour les données, pour l'étude. Le second point, c'est, je pense, qui aurait pu aussi nous être très utile à ce moment-là, c'est un soutien un peu plus juridique, parce que c'est vrai qu'on a tous donc signé des contrats de confidentialité que nous avons certes lus, mais malheureusement nos compétences sont relativement limitées en la matière, et donc un soutien aussi juridique, je pense, de l'université dans la signature de ce contrat aurait pu permettre d'avancer plus vite et aussi de nous tranquilliser par rapport à ça. Et il me semble que sur ces deux points sont importants à la fois pour nous en tant que chercheurs, mais aussi par rapport aux institutions auxquelles nous demandons les données et aussi aux institutions auprès desquelles nous pouvons faire des demandes de budget, parce que ça montre à la fois un soutien de l'université en termes logistiques, en termes, je dirais, légal également, dire que ça signifie que l'université nous soutient dans notre démarche de demande de données et dans ce projet. Et j'imagine également que ce soutien à la fois est très utile pour demander les données, mais aussi pour demander un certain nombre de fonds, parce qu'on montre aussi une forme de crédibilité. Et donc il me semble que ces deux points sont très importants dans ce genre d'études. On a de plus en plus, à la fois en sciences politiques et en économie, des données individuelles qui sont fournies et qui peuvent être fournies par différents organismes, mais c'est vrai qu'il reste toujours cette question de la confidentialité, de comment c'est possible de mettre ensemble deux bases de données. Et c'est vrai qu'avoir un soutien logistique d'une université qui s'engage à elle-même créer l'anonymat, héberger les données et fournir un accès sécurisé aux chercheurs, c'est vraiment des plus qui seraient très utiles à la fois dans la demande de données et également pour les travaux futurs. Voilà. Parfait. Alors, il reste 40 secondes, donc je reviens sur un point important, rassurant concernant l'étude, et non plus sur l'utilisation des données. Alors, en fait, ce qu'on fait après, dans une deuxième partie de l'étude, en quelque sorte pour que vous soyez au courant de ce qui se passe ici, c'est qu'on exploite le fait que les cantons ont des politiques d'intégration au marché du travail qui varient. Certains cantons intègrent davantage au marché du travail les requérants et les réfugiés, d'autres les intègrent moins. Et ce qu'on montre, c'est que, effectivement, les cantons qui proposent l'accès au marché du travail le plus favorable, le plus libéral d'un certain point de vue en termes de non-discrimination des entrants sur le marché du travail, eh bien, sont des cantons qui arrivent à faire disparaître l'écart de violence entre réfugiés qui ont été exposés à la violence dans leur enfance et ceux qui ne l'ont jamais été. D'accord ? Donc, en quelque sorte, le message du papier est à double détente. C'est que oui, il y a une perpétuation de la violence, mais oui, ce cercle vicieux de persistance de la violence peut être cassé lorsque les bonnes institutions, et en particulier les institutions d'intégration sur le marché du travail, sont mises en œuvre. Merci. Merci beaucoup, et merci aussi pour cet exposé à double détente avec peut-être une nouvelle rassurante à la fin. Donc sans plus tarder, faculté de droit et des sciences criminelles, Alexandre Antonio. Bonjour. Je vais vous parler d'un projet de recherche effectué à l'école des sciences criminelles ici à l'Université de Lausanne qui visait à établir un modèle statistique pour l'interprétation des comparaisons traces empreintes digitales. Pour juste un petit peu introduire le sujet, donc l'empreinte digitale, voilà ce que c'est. Sur une empreinte digitale, on a plusieurs niveaux d'information qu'on peut retrouver. Tout d'abord, le dessin général qui est créé par le flux des crêtes papillaires.
Puis, si vous allez plus en détail, vous allez, en regardant ces crêtes, voir qu'elles ont des petits accidents de parcours qu'on nomme des bifurcations, des arrêts de ligne, qui sont des caractéristiques intéressantes qu'on appelle les minuties. Puis, si vous allez encore plus en détail, vous pouvez voir que sur les crêtes, vous avez encore de l'information qui est représentée ici par les pores qu'on peut observer, qui sont les orifices sudoripares qu'on a sur les surfaces palmaires et plantaires. Ce qui nous intéresse dans le domaine là, des empreintes digitales, c'est finalement la comparaison entre une trace à gauche et une empreinte de référence à droite, où on voit que, on n'est pas confronté à la même image d'un côté et de l'autre. On va rechercher des caractéristiques d'intérêt sur la trace, et puis après essayer de retrouver ces caractéristiques d'intérêt sur une empreinte digitale de référence. La question qu'on se pose à ce moment-là, et à laquelle on peut répondre en utilisant un rapport de vraisemblance, un likelihood ratio, c'est un rapport de probabilité finalement. Quelle est la probabilité qu'on a d'observer ces caractéristiques en accord, par exemple entre une trace et une empreinte, si la personne a effectivement laissé cette trace. Ça, c'est des questions d'intra-variabilité. Quand je dépose plusieurs traces, comment est-ce qu'elle va varier, quelle différence on va avoir, divisé par la probabilité d'avoir la même observation, mais si finalement c'est quelqu'un d'autre qui a laissé la trace. Et là, on parle d'intervariabilité, de reproduction de ces caractéristiques dans la population générale. Les données qu'on a utilisées dans ce projet sont diverses. Dans un premier temps, on avait des empreintes digitales issues de fiches décadactylaires, donc de fiches d'enregistrement d'empreintes digitales. Alors ces données étaient au départ des données sous format papier, un certain volume de cartons et de fiches qu'on a dû numériser pour après pouvoir les stocker de manière informatique. Et puis, une des étapes à laquelle, l'étape de numérisation est assez importante parce qu'on doit faire attention justement au format de données qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser du JPEG, du TIFF, du PSD, du RAW? Quelle résolution on va utiliser pour notre image, le profil colorimétrique, est-ce qu'on veut des images en niveau de gris, en couleur? Toutes ces caractéristiques vont être vraiment importantes pour les étapes d'extraction de caractéristiques de ces données. Dans un deuxième temps, on a utilisé des empreintes distordues de quelques dizaines de volontaires. Donc juste là, c'était le but d'enregistrer les empreintes en demandant aux donneurs de faire des mouvements dans plusieurs sens avec leurs doigts pour, vous voyez que le dessin général varie un petit peu, les positions relatives des caractéristiques varient, et puis ça c'est extrêmement intéressant. Et puis ces empreintes-là étaient enregistrées donc, sur du matériel spécifique et directement stockées sous format informatique. Finalement, on a aussi utilisé des données pour les caractéristiques fines que je vous ai montrées avant, qui étaient les pores sur les crêtes, donc, où on avait besoin d'une résolution nettement plus élevée pour l'extraction de ces caractéristiques, qui s'était faite de manière automatique. Et puis l'enregistrement de ces données, dans ce cas-là, se faisait encore avec du matériel confectionné maison, qui était un appareil photo digital relié à un système d'éclairage particulier pour assurer la visibilité de ces pores. Juste, donc le modèle en lui-même est vraiment basé exclusivement sur les données. On voit dans un premier temps qu'on a vraiment l'extraction des caractéristiques à partir de ces images d'empreintes digitales, qui soient les positions des minuties en position XY avec des angles, des positions de pores, des régions d'empreintes digitales, de nombre de crêtes séparant des minuties. Et puis,
toutes ces données acquises permettent également de faire des simulations de cas, c'est-à-dire on va générer des traces à partir des empreintes qu'on a acquises et effectuer des comparaisons pour lesquelles on connaît la vérité, on sait qu'on est en train de comparer deux choses qui viennent de la même source versus d'autres cas où on compare des choses qui proviennent de sources différentes, obtenir des scores et puis finalement pouvoir montrer quelles sont les limites du modèle avec ces taux de faux positifs et de faux négatifs. La problématique des données dans ce cas-là, c'est qu'on est confronté à des données biométriques qui sont relativement sensibles et qu'on a impossibilité de partager. C'est une des problématiques. On peut nous reprocher, effectivement, ça nous est arrivé d'avoir des commentaires comme on ne peut pas reproduire vos résultats parce qu'il faudrait donner accès aux données. Malheureusement, ça, on ne peut pas les partager. Et puis la problématique aussi de l'obtention, c'est que c'est juste pas forcément facile de trouver un certain nombre, plusieurs dizaines, centaines de volontaires qui sont d'accord de donner leurs empreintes digitales dans des conditions strictes pour lesquelles on leur assure une anonymisation des données, un retrait de leurs données au moment où ils le veulent, un non-partage justement de ces données, de ne pas rechercher dans des bases de données biométriques, plusieurs conditions cadres qu'on fixe lors de l'accord avec les donneurs. Et puis donc, une des problématiques, c'est l'anonymisation des données. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est donc donner un identifiant au donneur pour justement éviter qu'on puisse revenir directement des empreintes à la personne qui nous a donné la donnée, donc de remonter juste à un code. Mais après, donc, il faut voir que à partir des données qu'on nous a fournies, on va pouvoir extraire un grand nombre de caractéristiques qui sont les minuties, les pores, les pseudotraces, les distorsions et j'en passe. Donc énormément de données. Et puis, toujours en gardant à l'esprit qu'à un moment, eh bien, la personne, elle peut vous dire, une année après le début du projet, ou même 3-4 ans après qu'il soit fini, je veux retirer mes données et je veux plus que vous ayez accès à tout ça. Donc, vous pouvez retirer les images que vous avez acquises sur le moment, mais il faut garder à l'esprit que vous devez aussi retirer toutes les données que vous avez créées à partir de ce jeu d'origine. Et puis que si vous n'avez pas une structure qui est assez stricte, eh ben, ça va être difficile de retrouver 2-3 ans après quelles sont toutes les données que vous avez créées à partir du jeu de ce donneur-là. Et puis finalement, donc, parler de deux autres problématiques qui sont le stockage et la sécurisation des données. Donc c'est des données qu'on est obligé de sécuriser. Donc là, on se trouve avec des données aussi bien physiques au départ, parce qu'on a toutes ces fiches qu'on doit garder. Donc au fur et à mesure des projets, ça commence à prendre une place assez importante. Et puis donc on se trouve aussi sur des ordinateurs qui sont au réseau, connectés en réseau, dont on peut limiter l'accès. Mais donc il faut faire vraiment attention à ça. Et puis finalement, la question de l'archivage, eh ben, quand vous avez effectivement des téraoctets d'images, quand le projet est fini et que vous ne travaillez plus dessus directement, sur quoi vous allez les archiver. Alors on a eu plusieurs expériences malheureuses il y a 10-15 ans sur des CD-ROM qu'après vous n'arrivez plus à relire. Puis des disques durs externes que vous rallumez 5 ans après, et puis l'alimentation est morte et votre disque dur aussi. Et puis la dernière problématique, qui est la version de vos données où vous avez extrait il y a 5 ans des caractéristiques d'empreintes digitales à l'aide d'un logiciel, vous voulez les rouvrir. Et puis, 5 ans après, l'OS que vous utilisez n'est plus compatible avec la version que vous aviez utilisée pour extraire les caractéristiques, ou
le nouveau logiciel qui extrait les caractéristiques n'est plus compatible avec les anciennes données. Enfin, voilà. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, toutes ces aventures qui peuvent arriver dans les données. Je passe sans doute la parole à Pierre-Yves Brand de la faculté de théologie et des sciences des religions. À toi. Alors bonjour, je vais vous parler d'un projet qui est financé par le Fonds national. J'ai vu que ça a sauté là-dessus, mais il porte le numéro CR11-1, enfin I majuscule 1-15-63-83 si vous voulez le retrouver. Voilà, donc c'est un projet qui parle de dessin de Dieu. La méthode de récolte de dessins pour étudier les représentations de Dieu est une méthode qui a l'avantage d'être multiculturelle très facilement parce que vous n'avez pas besoin de traduire les dessins d'une langue dans une autre. Et donc, elle permet d'étudier des représentations en contexte culturel variés. Et vous allez voir que nous avons des données qui viennent de différentes régions du monde. Bon, c'est une activité complexe parce que c'est à la fois la tentative de représenter quelque chose qu'on ne sait pas représenter, donc c'est un problème un peu impossible. C'est comme si je vous demande de représenter l'infini ou l'espérance ou l'amour. Donc il faut utiliser des codes qui appartiennent au contexte culturel dans lequel vous vous trouvez. Et puis c'est la maîtrise au fond à la fois de ces codes et puis d'un développement cognitif suffisant pour pouvoir comprendre ce que peut représenter le concept de Dieu qui sont retranscrits dans une activité graphique. Alors la tâche, elle est simple. On demande à l'enfant, est-ce que vous avez déjà entendu le mot Dieu? Alors ça prend différentes formes suivant la langue. C'est Bor en russe, ça va être Kami au Japon, ça va être God si on est aux États-Unis. On demande aux enfants, alors en général ils ont entendu le mot, et puis avant qu'ils expliquent quelque chose, on leur dit de fermer les yeux, d'imaginer ce qu'ils voudraient faire, et puis de le transcrire sous la forme d'un dessin. Alors, une première étude qui avait été faite en 1944 par Harms et qui avait distingué différents stades en utilisant une conception développementale typique de l'époque inspirée par Piaget. Il y a d'autres études, beaucoup, mais une qui je trouve assez intéressante qui avait été faite en 96 en Allemagne, juste après la chute du mur. Alors 96 c'est la publication, mais 89 c'était la récolte des données, juste après la chute du mur, à l'est et à l'ouest. À l'ouest où il n'y avait pas d'éducation religieuse à l'école, et puis à l'est où il n'y avait pas d'éducation religieuse à l'école, à l'ouest où il y en avait, avec une grande différence quant à la proportion de représentation anthropomorphique dans les dessins. Ce n'est pas là où il y a une éducation religieuse qu'il y en avait le plus, mais le contraire, là où il n'y avait pas d'éducation religieuse. Hein, vous voyez, avec à 16 ans encore 76% de représentation anthropomorphique à Leipzig et plus que 21% à 16 ans à Heidenheim, en Allemagne de l'Ouest, alors qu'on était dans les mêmes proportions à 7 ans. Voilà. Alors on peut dire 4 facteurs, en tout cas ont pu être isolés qui marquent ces représentations. Le développement de l'enfant, le fait qu'il ait une éducation, c'est ce que je viens de vous montrer, religieuse ou pas, le contexte culturel, et ça, on l'a constaté parce que quand on est allé au Japon, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait tout à coup beaucoup plus de représentations féminines, et je vous montrerai tout à l'heure des résultats qui vont dans ce sens. Et puis le fait que ces représentations féminines, quand on va au Japon puis qu'elles se mettent à apparaître, c'est les filles qui les dessinent et pas les garçons. Donc le contexte culturel cache un effet du sexe de l'enfant qui apparaît dès qu'on est dans un autre contexte culturel. Alors on a actuellement sur une base de données, ici on dit 5100, mais maintenant on est à 5700 dessins qui ont été récoltés donc, dans différents pays. Tout récemment, on a 3000 dessins qui ont été récoltés en Iran et que nous avons acquis pour les injecter dans cette base de données. Et puis il y a des dessins qui sont en cours de récolte au Brésil et aux Pays-Bas et qui vont être joints à cette base de données. Alors ça c'est pour vous montrer le type de données que nous avons dans cette base. Donc c'est des dessins, un dessin japonais, nos petits garçons. Ici ça c'est un autre dessin qui vient aussi du Japon et qui n'est pas de type anthropomorphique. Voilà, le dessin qui est récolté en Suisse, une fille de 11 ans. Dans le canton de Vaud à 13 ans, par un garçon. À gauche, un Vaudois, et puis à droite, une fille de Sibérie qui habite Ulan-Ude. Et ça, c'est les proportions de représentation féminine. Vous voyez, donc
les garçons n'aiment pas dessiner des dieux féminins, mais les filles ne s'en privent pas quand elles sont dans un contexte culturel qui ne leur impose pas que le dieu, c'est un monsieur peut-être barbu ou pas. Voilà. Alors ça donne des présentations comme ça quand elles sont féminines. À Saint-Pétersbourg à gauche, et puis de l'autre côté, on est au Japon. Pour ceux qui connaissent Goldorak, au Japon ou en Bouriatie, ça c'est une fille vaudoise de 13 ans. Des représentations de lumière. Voilà. Alors ça donne une base de données en ligne. Parce que, au fond, l'idée, c'était, quand vous faites des recherches, vous lisez des articles, puis vous ne voyez pas les données sur lesquelles les gens ont travaillé. Et ça, c'était l'origine de cette base, c'est de se dire, pour, au fond, comprendre de quoi il s'agit, il faut que j'aille récolter des dessins. Est-ce que chaque chercheur qui va commencer à travailler de cette manière-là devra aller récolter ses propres données? Donc, je me suis dit, il faut mettre les données en ligne pour que le prochain, au fond, puisse avoir accès aux données, faire ses propres analyses. Et donc, on a créé une base de données avec l'aide de Yannick Meyer, qui est ici, à l'époque en FileMaker Pro, maintenant qui se trouve transcrite en MySQL et qui est en voie de probablement migration pour aller dans Salsa en RDF. Elle a le lien ddd.unil.ch, donc tout le monde peut y avoir accès tout simplement. Elle stocke les dessins et elle permet leur consultation, mais de manière non accessible, de manière directe, et pour ça il faut un username. On pourra avoir accès aussi à la description du dessin par l'enfant qui est au recto, et puis à sa réponse à un questionnaire qui est aussi sous forme d'une image. Et alors, voilà, vous avez ça, c'est à quoi ressemble la page d'accès. Elle peut être en français ou en anglais. Vous avez en haut, quand vous cliquez sur Drawings en anglais ou dessin, les types de recherches que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des recherches par pays, des recherches par institution, par sexe, par âge, etc. Et ça vous sort une certaine quantité de dessins. Alors tout le problème, c'est ces données, on aimerait pouvoir faire des requêtes pour les consulter d'une manière qui soit évolutive en fonction des nouvelles questions de recherche qui vont se poser. Et ça, c'est un premier problème auquel on se confronte, parce qu'on nous dit, bon, ben, une base de données, vous faites un modèle de base, et puis une fois que vous avez fait votre modèle de base, si vous avez des nouvelles questions, ben, il faut recommencer votre modèle de base. Donc, voilà. Pour l'instant, le problème dans lequel on se trouve, c'est qu'on a envie de pérenniser l'accès à ces données. On est en discussion avec Salsa, le projet qui a été choisi par l'Université de Lausanne en collaboration avec Bâle et Berne pour la pérennisation des bases de données en sciences humaines. Il va falloir les faire migrer dans un autre système. L'idée, c'est que c'est un fonds national qui est pour 3 ans, mais ensuite, on aimerait bien que ça puisse durer. Donc, il faut essayer de les mettre dans un endroit où elles sont encore accessibles. Surtout qu'avec l'Iran, quand on a obtenu les données, on s'est engagé à pouvoir les mettre à disposition pendant 10 ans en ligne. Donc, il faut bien qu'on trouve un système qui le permet. L'étape, alors on est en train de construire un nouveau modèle de base de données, et puis à un certain moment, construire le modèle de base, c'est une chose, et puis il faut quelqu'un ensuite qui fasse ce travail. Et ça, c'est un deuxième problème, c'est quand vous allez au Fonds national, ils aiment bien financer la recherche, puis ils n'aiment pas financer les ingénieurs. Donc, qui finance l'ingénieur qui construit le support informatique qui vous permet de travailler sur vos données? Et ça, c'est un nombre de discussions qu'on a avec la mise en place d'une plateforme UNIL et PFL pour effectivement bénéficier d'un soutien qui permet de travailler sur ces données. Et puis, au fond, on ne fait pas que de mettre à disposition des données de départ, mais on travaille sur ces données, on les annote. Alors, je ne vous ai pas montré toute la construction d'un outil d'annotation et puis les dossiers CSV qui sortent de là. Mais au fond, il y a bien un moment où on aimerait pouvoir stocker aussi ces données sur la base. On travaille avec les PFL pour faire des analyses automatiques d'images. Ça donne des résultats, des calculs, par exemple le centre de gravité de l'image ou une palette de couleurs. Et ça aussi, on aimerait pouvoir mettre ces données à quelque part et ensuite faire des requêtes sur l'ensemble avec à plat des données brutes, des métadonnées qui sont le sexe, l'âge, je ne sais pas quoi, plus les résultats de ces annotations, plus le résultat des annotations automatiques, et que la base de données soit évolutive. Et ça, c'est le all-in-one que j'espère. Et puis je me rends compte, et c'est ce qu'on me dit à chaque étape, qu'on est un peu trop en avance par rapport à ce qui se fait, et qu'on a tendance à être le cobaye qui essuie les plâtres.
Donc voilà, je me dis que qu'en venant dans une journée comme ça, on sera peut-être plusieurs ensemble à avoir les mêmes problèmes et que ça convaincra les instances de l'université de construire des données coordonnées ou des moyens coordonnés, des outils coordonnés pour la gestion de nos données. Merci. Merci beaucoup. Et merci effectivement de voir que des problèmes similaires se retrouvent dans des coins différents de l'université. Mais je vous propose de continuer avec la Biobanque institutionnelle de Lausanne. Nathalie Jacquemont. Alors bonjour, donc mon nom est Nathalie Jacquemont, je suis directrice opérationnelle du service de soutien à la recherche clinique du CHUV. Et je vais vous présenter nos problématiques, nos défis en termes de gestion de données patients, données cliniques pour la recherche clinique. Donc, en premier lieu, donc nous, on s'inscrit dans un premier cadre qui est notre vision de médecine personnalisée, c'est-à-dire que donc, on part du patient, d'abord du citoyen qui devient un patient ou un volontaire dans le cadre d'une étude ou tout simplement dans le cadre du projet de la Biobanque de Lausanne au sein du CHUV. Il nous met à disposition ces échantillons et ces données cliniques pour que demain, quand on aura un financement philanthropique, on pourra démarrer des séquençages, stocker ces données génétiques qui rejoindront les données phénotypiques dans un univers qu'on peut appeler Big Data, dans un univers de travail pour les analyses, qui s'ajoute à d'autres types de bases de données externes, complémentaires, des données également environnementales, et puis qui vont permettre de créer de la connaissance, et enfin cette connaissance qui va pouvoir alimenter les études cliniques, les clinical trials, et enfin revenir aux patients pour une utilité clinique. Donc aujourd'hui, ça c'est le cercle vertueux de médecine personnalisée donc, qui est connu, dans lequel on s'inscrit. Nous aujourd'hui, donc le CHUV et l'UNIL, donc on s'inscrit à l'intérieur, plus précisément. On n'est pas seul, on travaille dans un projet cadre lémanique, en travaillant bien entendu avec le SIB, avec le PFL, avec les HUG et l'UNIG. Donc, au sein du CHUV, on est plutôt au milieu donc, de ce cercle vertueux de médecine personnalisée. On est une entité qu'on appelle maintenant un service. Au démarrage, il y a 4 ans, c'était un projet. Puis ensuite, on a donc, une série de financements. Puis maintenant, on a été donc, pérennisé depuis donc, 1 an et demi. Et on est 5 entités. 5 entités au sein de ce service. Et donc moi, j'en encadre 3 sur les 5. Donc dans les 5 entités, on a d'abord une unité qui s'appelle le consentement général, qui est donc là, qui va aller présenter en fait le consentement aux patients. Ensuite, on a un laboratoire de préanalytique qui va récupérer les échantillons de ces patients. Je ne suis pas dans le... Ah non, ça va, merci. Ensuite, on a donc une équipe ITRC donc, qui récupère et travaille sur les données des patients. Et puis, on a 2 autres unités qui sont des CTU très classiques, pour le coup, comme il y en a dans toutes les universités, tous les hôpitaux universitaires. Donc, un côté réglementaire et un côté investigation clinique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie qui est importante, c'est qu'on s'inscrit donc dans une loi, la loi sur la recherche et l'être humain, donc qui a vraiment été mise en application depuis 2014. Et nous, on est sur la partie ORH de la loi. Donc il y a 2 parties, donc la partie pour les études cliniques puis la partie ORH. Et précisément, donc pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une partie sur la réalisation des données. Donc tout ce qu'on fait dans ce projet s'inscrit sur cette loi et on est appuyé au sein du CHUV par une unité juridique dans ce cadre. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'a été construit également notre consentement général. Il avait démarré avant même la mise en place de la loi, mais on savait déjà comment elle allait se tourner. Et donc cette construction s'intègre à ce niveau-là. Ce consentement général qui maintenant fonctionne vraiment très bien. On a déjà 31 000 patients qui ont été personnellement contactés, à qui on a présenté le projet. Il y en a 22 000 qui ont signé ce consentement, soit 74% d'acceptation, et puis il y a 85% de patients qui sont intéressés d'être recontactés en cas de incident findings, c'est-à-dire des résultats qui pourraient directement les intéresser si quelque chose est trouvé. Aujourd'hui, cette biobanque, c'est la plus grande de Suisse, c'est une initiative pionnière, et puis c'est un réservoir exceptionnel d'échantillons. Et c'est surtout un réservoir exceptionnel de données pour l'ensemble des chercheurs du CHUV et de l'UNIL. Donc comment ça fonctionne aujourd'hui ce projet?
qui n'est plus un projet donc maintenant, qui tourne en fait au quotidien. C'est donc des personnes qui signent le consentement que vous venez de voir, donc des prélèvements de sang, d'autres surplus d'échantillons qui sont aussi possibles, et puis des données non génétiques et des données génétiques ajoutées, qu'on va regarder dans un instant, mais juste que vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? C'est d'une part, toutes ces données en fait sont utilisées pour des registres de recherche. Donc aujourd'hui, notre quotidien, c'est de répondre à des demandes de chercheurs qui nous disent, ben voilà, je cherche toute une série de patients qui ont tel type de problématique, tel type de caractéristiques. Donc on crée pour eux, on leur extrait les données, on crée pour des registres de recherche, mais également ils peuvent utiliser les échantillons et demain on pourra avoir des données génétiques associées. Des exemples de projets de recherche que l'on soutient grâce à cette initiative. Donc, exemple, découverte, validation de nouveaux marqueurs de maladies, comme de nouveaux gènes associés à un manque de vitamine D. Deuxième exemple, une sélection de patients pour la recherche clinique. Donc voilà, pour trouver par exemple des nouveaux médicaments autour du cholestérol. Troisième cas, identifier des patients à risque pour la médecine préventive. Donc exemple, le cancer du sein, voilà, vous connaissez tous. Et puis quatrième, une meilleure compréhension de rôle de gènes chez l'homme. Donc ça, c'est des exemples de projets qu'on reçoit aujourd'hui, qu'on essaye d'aider. Donc précisément en termes de données, comment ça fonctionne, quels sont nos défis? Donc depuis maintenant à peu près 2012, on a démarré une grande réflexion sur ITRC, sur comment en fait soutenir les données cliniques des patients pour la recherche. On est en train de construire un data warehouse que je vous ai ici un peu schématisé en haut, avec donc, on isole, en train de construire une isolation de l'identité patient, on isole donc les données cliniques, on n'a pas les données génétiques, mais on les isolera un cran en dessous, et puis à côté, toute une table aussi sur la dépersonnalisation. Donc c'est un travail de longue haleine, avec des gros financements, un travail et aujourd'hui on est en train de démarrer un POC avec une entreprise pour tester, voir un outil qui nous semble intéressant. Et après avoir travaillé sur de nombreuses autres possibilités. Et tout ça, on le fait donc au sein avec la DSI, puisqu'on est au total dans ce service à peu près 25 personnes, et on est embedded avec la DSI, avec lequel on travaille pour choisir ces outils, les mettre en œuvre, etc. Au niveau des échantillons de la bile, demain, quand on aura les sous, ils arriveront donc au GTF. Donc on travaille en partenariat avec pour le séquençage. Et puis les stockages des données génétiques brutes et après le process des pipelines de bioinformatique, le stockage des données génétiques codées vont se faire à Vitalité. Donc on a déjà aujourd'hui démarré ce partenariat, on a déjà construit, et je vais vous en parler également un instant, mais c'est toute une problématique importante pour nous de voilà, comment fonctionne le process, où passent les données, comment sont-elles protégées. C'est notre défi au quotidien. C'est un système complètement sécurisé, donc on garantit la protection des données avec la contribution d'experts. Donc on parlait, on travaille aujourd'hui de façon très très proche avec monsieur le professeur Hubo. On a 3 projets en cours avec lui dans ce cadre-là. Toutes ces données personnelles, comme je vous disais, elles sont dans des tables isolées. On a des serveurs informatiques qui sont dans des zones protégées, des informations qui sont classifiées aujourd'hui. Et puis, les données génétiques, on a décidé de les travailler avec des personnes qui sont compétentes, comme Vitalité, Ioannis Zerarios. Il nous a créé un univers qui est donc isolé et puis qui est soumis à autorisation, et le transfert de données cryptées et tout ce qui est extrait ensuite de notre part pour les chercheurs et bien entendu codé, dépersonnalisé. Enfin, quelques informations dans les minutes qui me restent. Donc, les échantillons donnés des patients sont mis à disposition uniquement lorsque le projet de recherche a été validé par la commission d'éthique et la recherche. Donc, pour nous, c'est aussi une manière de protéger la donnée et de protéger l'échantillon. C'est-à-dire qu'il y a une commission d'éthique isolée à part qui, elle, doit donner son go pour que ça puisse fonctionner avant qu'on libère. Ensuite, pour les échantillons de la bile, il y a également une sous-commission de la recherche au sein de l'hôpital et UNIL, dont le but est de prioriser les projets de recherche afin qu'on travaille dans un certain cadre, et puis que les échantillons qui nous ont été donc bien aimablement mis à disposition par les patients soient utilisés à bon escient.
Les chercheurs ont accès uniquement aux données dépersonnalisées, identifiées du patient, et puis portant un code au niveau des échantillons. La clé de codage, elle va rester dans des mains de personnes qui sont dûment autorisées au sein de l'institution, au sein de la DSI. Et puis, l'identité du donneur est protégée dans tous les cas. Et puis, donc, comme je vous disais, les serveurs informatiques sont dans des zones protégées. Et puis, enfin, donc, les échantillons de données, évidemment, et les données ne sont pas vendues, ne sont pas transmises aux assurances, tierces parties qui pourraient utiliser pour nuire aux patients ou à des fins de discrimination. Donc, c'est aussi une partie importante pour nous dans la protection. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec les géosciences, la plateforme de soutien de la recherche transdisciplinaire dans les Alpes vaudoises. Isaline von Däniken et Antoine Guisan. Merci. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Isaline von Däniken, je suis biologiste de formation et actuellement je coordonne la plateforme transdisciplinaire de soutien à la recherche dans les Alpes vaudoises, RECHALP. Donc c'est cette plateforme que je suis venue vous présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, bon, il y a un petit bug, c'est pas grave. Ça fait depuis 2003 maintenant que la faculté de géosciences et de l'environnement elle a envie de créer une zone d'études prioritaire dans les Alpes vaudoises. Cette volonté elle a été vraiment mise en avant en 2013 avec le lancement du projet RECHALP, qui avait pour but de créer justement une plateforme transdisciplinaire de soutien dans cette zone. Donc, ce que j'appelle les Alpes vaudoises, c'est ce que vous pouvez voir sur la carte. Donc, c'est tout le district d'Aigle, le district du Pays d'en Haut et une partie de la Riviera jusqu'à Vevey à peu près. Et en rouge, c'est la zone focale du projet, donc le vallon de Nant et le vallon de Lavar qui est en face. La plateforme RECHALP, elle héberge une base de métadonnées qui est accessible par tout le monde depuis Internet et actuellement qui recense plus de 4200 métadonnées, que ce soit en sciences environnementales et aussi en sciences humaines. Donc au tout début, quand on a commencé le projet, on s'est seulement concentré sur les données en sciences environnementales. Et ça fait maintenant 6 mois qu'on a décidé de s'ouvrir à toute l'université et aux sciences humaines et qu'on a commencé ce travail de recensement. Actuellement, ces données elles sont classées en 30 thématiques de sciences humaines et sciences naturelles et humaines et en 21 régions. On répertorie aussi tous les projets, les équipements et les événements scientifiques qui ont lieu dans cette région. Donc concrètement, RECHALP, ça ressemble à ça. Ça, c'est la page d'accueil du site internet. Vous retrouvez un bref historique, un descriptif du projet. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'onglet Recherche. Donc là, vous êtes dans la base de données. Vous avez une liste avec les plus de 4200 métadonnées. Donc pour vous éviter de devoir lire toute la liste pour trouver ce qui vous intéresse, vous avez la possibilité de faire 3 types de recherches. Le premier, c'est une recherche sur la carte. Donc toutes les métadonnées sont géoréférencées, donc il vous suffit de zoomer sur la zone qui vous intéresse et vous pouvez trouver toutes les métadonnées qui y sont affiliées. Vous pouvez aussi faire une recherche libre par mots-clés. Donc là, un nom d'auteur, une thématique générale, enfin ce que vous voulez, et ça va sortir toutes les métadonnées qui ont ce mot-clé dans leur titre ou bien dans leur abstract. Moi, ce que je conseille en général, c'est de faire une recherche avancée. Ça permet en général de ne pas louper de métadonnées. On a créé justement à l'heure actuelle plus de 30 thématiques et toutes les métadonnées ont été affiliées à ces thématiques. Donc ça permet de faire une recherche un peu plus précise. Donc comme je vous disais, cette base de données, elle recense surtout des articles, des documents, des rapports, tout ce qui touche en fait et qui explique la science dans les Alpes vaudoises. Et comme on se trouve à l'université de Lausanne et qu'on a des accès un peu spéciaux à certains journaux ou ce genre de choses, on n'a jamais mis par exemple les PDF directement en ligne pour éviter d'avoir des problèmes. Vous allez toujours trouver des liens qui vous indiquent où trouver la donnée brute. Donc ça va être le lien du journal ou bien le lien de la bibliothèque. Donc c'est vraiment une base qui va vous dire où aller trouver l'information, mais elle ne vous donnera pas directement accès à l'information. Donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples de problèmes et de difficultés qu'on a rencontrés dans l'élaboration de cette base de données. Au tout début, l'idée, c'était non pas de faire une base de métadonnées, mais une base de données, vraiment héberger les données brutes. Et pour ça, on a fait un gros appel par mail et puis une campagne d'affichage auprès des chercheurs. C'était surtout à l'époque de la FBM et de la GSE, vu qu'on se concentrait sur les données en sciences naturelles, pour qu'ils
nous partagent avec nous leurs données. On n'a pas eu de réponse, ou en tout cas très peu de réponses. Et en discutant un peu avec les gens, on s'est rendu compte qu'il y avait un sentiment de peur en fait, de se faire voler ces données. Donc par la suite, on a changé d'approche et on s'est dit on va plutôt se concentrer sur les métadonnées pour pouvoir dire qui fait quoi, où est quoi, mais pas justement donner directement accès à ces données. Et pour ça, il y a eu un gros travail de recherche bibliographique. C'était l'équivalent d'une personne à 100% pendant 1 an et demi, qui a feuilleté des revues, qui a passé des mots-clés sur Internet pour essayer de trouver tous les documents, tous les articles en lien avec les Alpes vaudoises. Il y a différents problèmes. Enfin, actuellement, on a 3, vu qu'on s'est ouvert aux sciences humaines, il y a 3 assistantes étudiantes qui travaillent à 20% cette année pour justement faire ce travail de recherche. On a rencontré un problème particulier, c'est qu'on a voulu s'attaquer aux thèses de bachelor et de master. Pour les thèses de doctorat, c'est facile, elles sont toutes à la BCU, il suffit d'aller regarder la liste et on y a accès. Par contre, les thèses de bachelor et de master, c'est considéré comme des examens. Et du coup, c'est pas toujours facile de les obtenir. Déjà, dans toutes les facultés, elles sont rangées différemment. Même à la GSE, on a 3 instituts, elles sont rangées différemment dans les 3 instituts. Les professeurs ne sont pas toujours d'accord qu'on les publie parce que selon eux, elles ne sont pas forcément très bonnes. Donc c'est un gros travail pour réussir à obtenir ces thèses de bachelor et de master, de savoir si elles sont au niveau et de savoir si on peut les mettre à disposition dans Rechalp ou pas. Actuellement, on essaye aussi de recenser les projets qui sont en cours dans les Alpes vaudoises. Donc ça va être un projet de thèse, un projet de master ou bien des plus gros projets. Donc là, de nouveau, on a fait des appels par email pour essayer de savoir qui fait quoi. Et là, à nouveau, on a eu peu ou pas de réponse. Mais cette fois, ce n'est pas que les gens ont peur de nous donner l'information, c'est juste qu'ils pensent que ce qu'ils font, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on a ensuite été rencontrer les chercheurs, et dès qu'on discute avec eux, alors au tout début, ils nous disent « Non, mais moi, j'ai rien pour vous, je ne travaille pas dans les Alpes vaudoises. » Puis dès qu'on explique un peu ce qu'on cherche, ils se rendent compte qu'en fait, si, ils ont quand même un article qui avait un point dans les Alpes vaudoises, ou bien oui, il y a un projet qui pourrait quand même nous intéresser. Donc, il faut vraiment aller à la rencontre du chercheur, lui expliquer concrètement ce qu'on fait, pour qu'il comprenne que oui, ces recherches nous intéressent. Il y a un autre problème un peu plus global qu'on a rencontré, c'est comment juger quelles sont les métadonnées qui sont pertinentes. Comme je vous disais au début, moi je suis biologiste, donc quand il a fallu juger des métadonnées en géologie ou bien en géomorphologie, c'était pas toujours facile, et je vous explique pas maintenant qu'on s'attaque aux sciences humaines. Donc pour ça, on s'est entouré de spécialistes, parce qu'on a des fois des articles qui datent des années 1800, ou bien des articles très généraux, et c'est pas toujours très simple de savoir si scientifiquement parlant c'est pertinent ou pas, et ça mérite d'être dans la base de données. Donc pour ça, on va demander à ces spécialistes de l'université qui travaillent avec nous, et eux, ils peuvent nous aider à répondre à ces questions. Et pour finir, j'aimerais vous parler encore de la déontologie qu'on a élaborée pour protéger les auteurs et les données qui sont dans Rechalp. Donc on s'est basé sur la déontologie d'InfoSpecies. Je ne sais pas si certains qui ne connaissent pas. C'est une grosse base de données en Suisse qui recense toutes les observations de faunistique et fleuristiques en Suisse. On a rédigé notre déontologie en collaboration avec le service juridique de l'UNIL et on a classé les données en fait en 2 types. Il y a les données publiques qui sont issues de tous les services publics, ça va être la Confédération, les cantons, les communes. Et il y a les données privées qui sont issues de toutes les entreprises privées ou bien de personnes privées. Ensuite, il y a différents types de diffusion. Une donnée publique, normalement, elle est toujours censée être diffusable sans restriction, à part pour certaines données sensibles, comme par exemple, avant vous parliez des empreintes digitales, ça rentrerait dans ce contexte. Les données privées, elles sont censées être diffusées avec restriction. Donc là, c'est l'auteur qui va pouvoir choisir s'il veut les diffuser en libre accès, ce qui revient au même que de ne pas avoir de restriction, ou bien si elles sont accessibles sur demande. Donc dans ce cas-là, quelqu'un qui est intéressé par la donnée, elle va nous contacter, nous, Rechalp. Nous, on ira poser la question à l'auteur si oui ou non il veut la partager avec cette personne. Et ensuite, on répondra à la personne qui a demandé. Et pour finir, il y a les données bloquées. Donc ça, elles ne sont pas diffusables en fait, mais on va quand même les mettre dans Rechalp juste pour vous dire que ça existe, mais malheureusement, on ne peut pas y avoir accès. Parce que le but, c'est vraiment de recenser tout ce qu'il y a pour les Alpes vaudoises et de faire vraiment un joli éventail et une belle vitrine de la recherche dans cette zone. Et pour conclure, j'aimerais terminer sur un point clé qui a été évoqué même tout à l'heure par Carmen. Pour moi, il y a un gros problème, une grosse problématique, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les données publiques,
donc qui sont les données issues de la Confédération, des communes et des cantons, elles sont censées être diffusables sans restriction. L'université, les projets de l'université en général, c'est pour la plupart du temps financé par les cantons et par la Confédération. Donc théoriquement, toutes les données qui sont issues de ces projets devraient être en libre accès et diffusables. Maintenant, essayer d'aller dire à un chercheur de l'université que ces données elles sont publiques et qu'elles ne lui appartiennent pas, c'est pas forcément évident et on a rencontré pas mal de problèmes avec ça. Enfin non, on n'a jamais été leur dire que leurs données devaient nous appartenir ou devaient être publiées, mais on se rend compte que les gens pensent que leurs données leur appartiennent. Et je pense que c'est un point sur lequel on pourrait réfléchir et essayer d'améliorer à l'avenir à l'université. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc après ce tour des facultés, sous-entendu je représente SSP, on continue avec le Work in Progress de Martin Grandjean. Super. Voilà, on se retrouve cette fois-ci après l'étape du carnet de recherche, des dessins, des gribouillages, de la conceptualisation, des premières visualisations qui étaient plutôt des visualisations très statistiques, des pie charts, des histogrammes, quelques ébauches de réseau, pour aborder la deuxième partie de ce work in progress, qui est la partie maintenant de nettoyage des données et de premier traitement, de test, de première visualisation pour se rendre compte voilà, de la structure du réseau qu'on est en train d'étudier, et c'est aussi le premier moment où on va être confronté à des problèmes techniques qui sont liés à la qualité et au volume des données étudiées. Ici, vous avez un écran de l'application Gephi, qui est un logiciel open source d'analyse et de visualisation de réseau, qui est le logiciel que je vais utiliser aujourd'hui. On retrouve la structure de notre fichier Excel. On a uploadé les deux fichiers dont je vous parlais tout à l'heure, le fichier de personne et le fichier de projet. Ici, on a un fichier de personne qui est... Est-ce que c'est le fichier de personne ici? Oui, en fait, on a tout le monde dans le même fichier, mais disons d'une certaine façon, maintenant, on a la base de données relationnelle qui est réalisée. Avant, on avait les fichiers de la base, mais cette fois-ci, ils sont liés les uns avec les autres. Donc, on a un certain nombre d'identifiants qui sont liés les uns avec les autres. Ici, pour la totalité du fond, de la base de données du FNS, on a quelque chose qui ressemble à un fichier de 150 000 lignes pour les personnes et les projets, et puis les relations qui se tissent entre ces personnes, qui est donc l'autre partie de la base relationnelle. On a à peu près 300 000 relations entre ces 150 000 éléments, donc, en tant que personne et projet. Ça, c'est l'autre partie de la base, qui est là vraiment les fiches plutôt descriptives par rapport aux individus qui s'y trouvent. Là, cette fois-ci, j'ai un petit peu mis Lausanne en évidence. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes dans la salle qui vont se reconnaître dans cette liste. Ça montre aussi un ou deux éléments que je vais assez peu aborder aujourd'hui, qui sont les éléments de mesure d'une position structurelle d'un individu ou d'un projet dans un réseau. On a un certain nombre de caractéristiques structurelles qui peuvent être calculées à partir de ce moment-là, c'est-à-dire non seulement le nombre de projets dans lesquels les personnes apparaissent, mais le nombre de projets avec d'autres personnes, sans autres personnes, à quel point est-ce que leur projet est central dans un groupe de projets, etc. etc. C'est des choses que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Pour arriver à l'état fondamental de la visualisation de réseau en tant que tel, qui est cette sorte de maelstrom, d'agglomérat de points que vous avez ici au centre. Alors ici, on a déjà procédé à une sélection, on n'a plus que 70 000 points, parce qu'on ne prend que la période concernée par cet exercice, c'est-à-dire 2006 à 2015. Il faut savoir que pour passer de l'étape précédente à celle-ci, le nettoyage de ces jeux de données, la vérification que tout fonctionne, le fait de traiter petit à petit les données pour éviter que les logiciels fassent exploser la mémoire de mon ordinateur. Mon ordinateur, c'est quoi? C'est 8 gigas de mémoire vive, c'est-à-dire c'est déjà pas mal pour un laptop. On trouve jusqu'à 12, 15, 16 pour des ordinateurs de bureau. Mais ce qu'il faut pour computer cette information-là, c'est plus d'une heure et demie de travail par année d'informations FNS, au maximum de la capacité d'un ordinateur comme celui-là. Donc si on veut traiter la base de données d'un coup, il faut un ordinateur qui a les puissances des plus grandes machines de course qu'on trouve aujourd'hui sur le marché.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc un réseau en devenir, on a tous des points les uns sur les autres, et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de démêler cet écheveau. Et ça, c'est le premier obtenu, le premier résultat sur la base de ces informations de 2006 à 2015, quelque chose de relativement illisible, en tout cas pour une personne qui n'est pas habituée à lire une analyse de réseau. Et on verra dans la troisième partie de ce work in progress comment est-ce qu'on arrive à rendre cet élément un peu lisible. Une chose, c'est que dans l'état actuel de la base de données qui repose derrière cette visualisation, on a encore ce fichier des projets et le fichier des personnes. Ce qui veut dire que ici, on affiche en même temps des points qui sont des projets et en même temps des points qui sont des universitaires, et que le but, évidemment, c'est de n'afficher plus que les personnes et de partir du principe qu'à partir du moment où une personne est liée à un projet qui lie une autre personne aussi, ces deux personnes sont connectées l'une avec l'autre. Et ce passage, ce qu'on appelle une projection en analyse de réseau, ce passage-là est extrêmement coûteux en mémoire. Même les logiciels les plus légers, le logiciel Gephi, comme il gère une grande partie visuelle, un logiciel assez lourd dans la part de mémoire qu'il nécessite, mais même les logiciels les plus légers prennent des dizaines d'heures pour calculer cette projection, donc faire le lien entre les personnes plutôt qu'entre personne, projet, personne. Les premiers résultats, donc finalement des résultats année après année, parce que pour pouvoir traiter ces données-là, il a fallu couper dans la base de données pour réussir à l'exploiter avec les moyens du bord. Un état intermédiaire, c'est celui-là. Ici, vous avez l'année 2015. Ça peut ressembler à des résultats qu'on trouve dans d'autres disciplines. On va se demander si ce n'est pas une plaquette d'analyse, si c'est plutôt une représentation du cosmos. Ce que ça montre ici, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus qui se retrouvent dans les marges avec une couleur assez sombre, qui sont des individus qui participent à des projets dans lesquels ils sont les seuls requérants, ou alors un nombre de requérants très peu nombreux, et en tout cas que ces autres requérants ne sont pas des personnes qui ont des projets par ailleurs avec d'autres individus. Et au centre, ces points blancs qui forment des petits agglomérats très connectés sont des grands projets ou des laboratoires qui signent tous les projets avec tous les membres de l'équipe ou qui engagent beaucoup de personnes. On voit assez peu ici sur cette image là, on verra dans l'étape suivante comment est-ce que les arêtes entre toutes ces petites communautés se structurent. Pour l'instant, c'est plutôt pour vous montrer un exemple intermédiaire, un état intermédiaire de cette visualisation, et évidemment on le fait année après année. C'est déjà une information, enfin là au niveau visuel on a quelque chose qui peut paraître joli, qui donne un rendu particulier, mais ce qui est important évidemment c'est l'aspect structurel qui se cache derrière ces éléments-là, et là on a les mathématiques qui viennent nous apporter tout un bagage théorique qui nous permet d'analyser la structure de ces réseaux année après année et d'essayer de comprendre ce qui se passe et la progression de la structuration de certains projets, de certains individus dans un milieu, dans une université. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie qui va être l'apothéose de cette analyse. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette manière de maintenir le suspense jusqu'à la fin de l'après-midi et l'apéro après. On a une pause jusqu'à -20, donc je vous propose de ne pas dépasser ce moment-là. Je pense que tout le monde a bien besoin de la pause, mais il n'est évidemment pas interdit de travailler pendant la pause et de continuer à discuter. Notamment, on a étiqueté tous les intervenants de la journée, donc vous les reconnaîtrez d'une manière ou d'une autre. À tout à l'heure.